Passi nouveau Rav, que j'apprécie beaucoup. On a eu le plaisir de se découvrir quand il était encore en province. Et c'est une joie en tout cas pour moi et c'est un honneur de pouvoir être présent ici. Alors, ce soir donc, la conférence a été intitulée Famille 2.0, les nouveaux enjeux. On va essayer, si vous le voulez, ensemble de rentrer directement dans ce sujet, mais si vous le voulez bien, en amont, j'aimerais commencer un tout petit peu par ce que l'on a vu ce matin et qui va peut-être nous ouvrir sur notre réflexion par rapport aux problématiques auxquelles on est confronté aujourd'hui. Ce matin, donc, nous avons parlé de cette révélation, de ce moment extraordinaire dans lequel le peuple d'Israël va recevoir la Torah. Et ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu autour de quoi se passe cette révélation. Alors, je vous dis tout de suite, je ne vais pas vous donner un cours sur la paracha, on va rentrer dans le sujet dans quelques instants, mais peut-être ça va donner une tonalité à la manière dont on va essayer de réfléchir à ces choses. On a donc un texte qui nous relate ce qui se passe, le Sinaï qui est en flammes, sur lequel il y a une énorme fumée, et puis, si on s'arrête, eh bien, on va réaliser qu'il y a quelque chose de surprenant, puisque le texte nous dit « V'har Sinaï Ashan Kulo », et le Sinaï était totalement rempli de fumée, parce que Dieu était descendu. On aurait pu imaginer, le texte nous dire la chose suivante, que le Sinaï était rempli de flammes, ça fait quand même quelque chose de beaucoup plus sympathique au niveau de la représentation. Là, on a une énorme fumée, et on insiste vraiment sur le Hashan Kulo, sur le fait qu'il y a véritablement une grande fumée. Alors sans rentrer dans les détails, dans la tradition de la chassidoute, on explique la chose suivante, c'est que la fumée, donc, c'est le produit de la combustion d'un matériau, quel qu'il soit. Il y a des matériaux qui produisent beaucoup de fumée et d'autres beaucoup moins. Lorsque vous allez, par exemple, prendre de l'huile d'olive et allumer une flamme, comme on a l'habitude de faire d'ailleurs à Hanouka, on ne verra quasiment pas de fumée, éventuellement, mais imperceptible. Par contre, plus nous allons prendre un matériau épais, eh bien plus cette fumée sera importante. Et dans la chassidoute, on explique qu'au fond, lorsqu'il y a une fumée épaisse, on est en train de nous révéler qu'il y a une matérialité importante qui est en train de disparaître pour permettre de laisser émerger l'essentiel, c'est-à-dire la spiritualité, traduit différemment, ce qui permet à l'individu de donner du sens à son existence. Et ce qui précède le moment dans lequel la Torah va être donnée, c'est cette fumée importante qui, dans les Sifrei de Chassidoute, nous renvoie à cette idée qu'en préambule de transmettre une Torah, il faut d'abord faire disparaître cette matérialité. Alors vous allez dire, c'est curieux parce que nous vivons dans l'intérieur d'un monde matériel et au contraire, bon nombre de mitzvot s'organisent autour de la matérialité et la Torah ne met pas de côté cette dimension-là. Brûler la matérialité, ici, ça veut dire ne pas lui laisser la place qui empêcherait à la spiritualité d'émerger. C'est-à-dire savoir à un moment faire en telle sorte qu'elle ne soit pas écran par rapport à l'essentiel. Et j'ai utilisé le terme avec lequel je vais rentrer donc dans notre sujet ce soir, qu'elle ne fasse pas écran. Nous sommes donc face à quelque chose qui fait écran, c'est-à-dire qui fait obstacle entre un univers et un autre. D'un côté, le monde de la matérialité, de l'autre côté, le monde de la spiritualité, c'est-à-dire d'une vie qui est porteuse de sens, et quelque chose qui sépare, quelque chose qui bloque cet écran, qui empêche donc l'émergence de quelque chose de beaucoup plus essentiel. Et sur la base de cela, on va essayer de rentrer un petit peu dans les nouveaux enjeux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Alors, ça fait un peu orgueilleux de le dire de cette manière, mais ce n'est pas grave, je vais le dire quand même et je vais l'assumer. Il y a, et peut-être que c'est une conférence qui a été donnée ici il y a quelques bonnes années, il y a une quinzaine d'années déjà, lorsqu'on avait commencé à lancer ce qu'on a appelé la maison de la famille et les écoles de parents, on avait entre autres avec Elie Bidia développé une conférence qui s'appelait « Cinéma et jeux vidéo, impact et incidence ». Et donc, on a essayé à la lumière de ce que la Torah nous donne comme enseignement, de montrer où se situe toute la problématique liée à l'image. Et à l'époque,
il y avait eu bon nombre de réactions qui étaient du type « N'avez-vous pas peur d'être un petit peu trop enfermé dans votre système ? N'avez-vous pas peur de la modernité ? Au fond, l'image et tout ce qu'elle laissait entrevoir à ce moment-là va être un lieu d'ouverture au monde, à la culture, au savoir, à la communication, à quelque chose qui sera un plus, plus, plus. » Et puis, bon, à la lumière de ce que nos Chachamim disent, qui avaient quand même déjà posé toute la problématique de l'image et tout ce qui va autour, à l'époque, on a dit peut-être pas. Peut-être pas, peut-être que justement, ce que l'on croit être une forme d'ouverture, risque à un moment de paradoxalement risque d'être une forme de fermeture. Fermeture dans la relation que nous allons avoir à nous-mêmes, il y a notre propre histoire, et paradoxalement aussi fermeture à la relation à l'autre. Et aujourd'hui, force est de constater qu'on est vraiment, vraiment confronté à cela. Alors, bien sûr, sans rentrer dans les arcanes de ce qui se joue aujourd'hui, dans le monde de l'Internet, dans le monde des portables et de tout ce qui va derrière, posons-nous d'abord la réflexion sur ce que cela représente. La première chose, nous sommes dans un monde dans lequel l'image devient omniprésente. Elle est là, elle est partout, et on oublie peut-être ce que représente l'image. Or, la Torah 2 fois par jour nous demande dans un texte de nous rappeler ce qu'est l'image. Dans quel texte ? Dans le texte du Shema. En effet, quand nous disons le Shema, nous parlons à un moment des tzitzit, n'est-ce pas ? Qui ne sont pas, comme certains le croient, des fils de rechange pour aller à la pêche, mais ces fameux tzitzit qui sont donc aux quatre coins de cet habit. Et au propos des tzitzit, on dit « Ureitem oto, uzchartem et kol mitzvot Hashem ». Ureitem, et vous les verrez, uzchartem, et vous serez dans le souvenir des commandements divins. Alors comment, en voyant les tzitzit, on est dans le rappel des commandements divins ? Ça serait l'objet d'un cours, ce n'est pas le sujet de ce soir. Mais ce qui est intéressant de constater, c'est que le texte nous met côte à côte ces deux termes, Reïa et Zechira. Tu vois et tu te rappelles. Et nous voyons que c'est ça, sans doute, une des plus grandes difficultés que nous vivons les uns et les autres. La difficulté de s'affranchir du souvenir de ces images, quelles qu'elles soient. D'images qui laissent une trace et qui, à un moment, nous ouvrent un certain regard et une certaine vision de l'existence. Il y a bien sûr des images que dans l'univers de la psy on appelle sidérantes, c'est-à-dire qui sont tellement bouleversantes qu'elles ont un effet sidérant sur celui qui les voit, et plus encore chez les enfants, qui en effet se prennent en pleine figure ces images de violence ou de pornographie, puisqu'aujourd'hui c'est les deux choses auxquelles ils sont le plus confrontés, et qui sont tellement difficiles à recevoir parce qu'ils n'ont pas les clés pour les décrypter, eh bien, elles s'inscrivent à l'intérieur d'eux, ils n'ont même pas la capacité de savoir les traduire et de leur donner une dimension signifiante. Elles sont là et elles s'inscrivent. Uritem ou srartem. Et il en est de même pour nous les adultes. Combien d'entre nous n'ont pas en tête certaines images fort belles, mais qui nous donnent l'illusion de ce que devrait être la vie ? Tout le monde connaît cette fameuse image, super photo d'ailleurs au passage, des amoureux de la place de l'Hôtel de Ville, je crois, de Robert Doisneau, à moins que ça soit du Pont-Neuf, enfin c'était dans le secteur. Quand vous voyez ça, c'est merveilleux. C'est beau, cet homme et cette femme, le monde s'arrête autour d'eux, ils sont véritablement tournés l'un vers l'autre. Il y a quelque chose de très poétique, de superbe. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas le before et on ne connaît pas le after. On ne sait pas ce qui s'est passé avant dans la relation et on ne sait pas ce qui va se passer après. On prend un moment, on se focalise dessus, et quelque part, il va nourrir notre vision symbolique de ce qu'est une relation amoureuse. Et donc, nous voudrons souvent reproduire ce qui pour nous est le symbole de quelque chose auquel on aspire. Et le problème de l'image, il est le suivant, c'est qu'il nous propose une certaine lecture du monde, une certaine vision de l'existence, et dans tous les domaines, nous allons chercher à retrouver dans notre vie l'image de ce que nous avons imaginé de l'existence. Au niveau, par exemple, du mariage, c'est retrouver l'image du couple fantasmé, au lieu d'être prêt à découvrir la vie que nous sommes en train de construire. Or, il faut bien savoir qu'une vie se construit, non pas dans le désir de rejoindre la vie telle qu'on l'imagine à travers les images que l'on nous a proposées,
mais au contraire de découvrir la vie que l'on est en train de construire. Et les images, avant de rentrer dans leur dimension traumatique ou autre, créent un certain nombre de définitions sur ce qu'est l'expression du bonheur, de la réussite, de l'équilibre, de la sérénité, de l'amour, de ce que vous voulez, et elles laissent des traces. Et donc, même si nous allons vouloir inscrire par la suite notre vision, qui au passage, nous devons nous demander, a été nourrie par quoi? C'est encore un autre problème. Qu'est-ce qui a nourri ma vision de l'existence? Quel est le point de référence qui a construit le regard que j'ai sur la vie? C'est une question à se poser sur soi-même, mais à ce moment-là, nous allons devoir faire un travail d'évacuer des images, de les faire disparaître et de réinstaller à ce moment-là une parole qui peut créer une direction. Alors, bon nombre de personnes diront « Ok, ouais, mais bon, d'accord, mais vous voyez bien, concrètement, grâce à Dieu, les enfants grandissent, ils se marient, enfin on l'espère, ils ont une parnassa, etc. etc. » C'est vrai, c'est vrai. De manière un peu extrême, c'est un petit peu la même parole que j'entends parfois de personnes qui disent « Oui, c'est vrai que je suis violent, je crie, etc. Mais vous voyez bien que ça va, hein, je suis quand même devenu quelqu'un et ça marchera sur mes enfants, ils vont devenir quelqu'un. » Je dis aucun problème. Seulement toutes les énergies qu'ils vont être obligés d'utiliser pour pouvoir réparer leur trauma sont autant d'énergies qu'ils n'utiliseront pas pour construire une histoire. La résilience utilise des énergies pour réparer une histoire. C'est extraordinaire, mais ces énergies ont été consacrées à quelque chose. Les énergies qu'un enfant utilise le matin pour être dans l'oubli, et là je la joue un petit peu pesante, des disputes qu'il a pu voir à la maison, ou alors des images qu'il a pu voir sur son portable ou sur Internet, sont autant d'énergie qu'il ne peut pas consacrer pour pouvoir être ouvert à l'enseignement qu'il va recevoir. Et ça, c'est une réalité ultra concrète. C'est-à-dire, bien sûr, si on était dans un système totalement binaire, dans lequel ceux qui se confrontent aux nouvelles technologies, etc., sont en mode échec, et les autres sont en mode truc, alléluia, mais bon, ça c'est dans les images d'Épinal, c'est faux. La question est de savoir c'est quoi les traces, c'est quoi les énergies qu'on est obligé de développer pour pouvoir s'en extraire, et surtout la place que cela occupe, et qui ne peut pas être occupée par quelque chose qui est beaucoup plus fondateur et constructeur. C'est un petit peu ça la réflexion que j'aimerais avoir en point de départ avec vous. Donc, uritem ou srartem. L'image laisse une trace, là-dessus il n'y a aucun souci, c'est une réalité. Cette trace-là, elle est présente, il va falloir du temps, pour l'évacuer lorsqu'elle est toxique, ou alors faire en telle sorte de ne pas vouloir rejoindre ce que nous avons vu, pensant que c'est ça l'expression de la réussite dans l'existence. Je fais juste une parenthèse. Vous savez qu'aujourd'hui, entre 40 à 50% des jeunes qui font des études, au bout d'1 ou 2 ans, changent de voie. Et une des raisons, quand vous explorez un petit peu plus, c'est qu'ils ont été dans une direction parce qu'ils se représentaient leur réussite à travers des images symboles de ce que représente cette profession. Et le jour où cette image symbole n'est plus suffisamment forte par rapport à la complexité ou la difficulté des études, eh bien à ce moment-là, ils sont obligés de repartir en arrière. Parce qu'ils cherchent à rejoindre un résultat symbolisé par un certain nombre d'images. Et non pas se poser la question, qu'est-ce que moi, par rapport à mes potentialités, je peux créer, je peux construire, sans me préoccuper de ce qui se passera de moi à la fin de cette histoire. Je ferme cette parenthèse, mais vous voyez que ça a des incidences dans beaucoup d'autres domaines. Rentrons donc maintenant vraiment les problématiques auxquelles on est confronté aujourd'hui. Alors d'abord, je peux vous dire que nous avons des enfants extraordinaires et nous sommes des parents qui ne sommes pas du tout coupables. Et j'insiste pour le dire, parce que ce qui se passe aujourd'hui, on peut plaider non coupable parce qu'on n'a pas vu le coup venir. Nous sommes aujourd'hui face à des défis qui sont extrêmement importants. On n'a pas vu les choses venir. C'est-à-dire, imaginez la déferlante de ce qui allait se passer dans les quelques années qui viennent d'arriver. L'évidence pour les enfants d'être sur des groupes WhatsApp, des Facebook, des ce que vous voulez, etc., etc. Et donc de tout ce que ça allait créer, évidemment qu'on ne pouvait pas s'imaginer. Donc bien sûr, on n'est pas là pour sortir en disant « ce n'est pas de notre faute », mais faisons extrêmement attention de ne pas tomber dans une forme de culpabilité, parce que clairement, ce n'était pas simple d'imaginer tout ce qui allait se jouer
à travers cet univers-là. Donc, ça, c'est déjà le premier point. Le second point, plaignons nos enfants. Moi, quand je rencontre des ados, je leur dis, les gars, que la cavode, hein, parce que c'est violent. C'est très violent ce à quoi vous êtes aujourd'hui confrontés. Nous, à notre époque, 15 ans, 16 ans, allez, on va prendre les problématiques classiques chez les ados, les hormones qui bouillonnent. Si tu étais issu d'une famille dans laquelle il y avait des valeurs, des principes, voire même tu te balades avec une kippa sur la tête, qu'est-ce que tu vas aller voir ou faire comme bêtise? Vas-y, mon frère. Tu ne peux rien faire. Qu'est-ce que tu vas faire? Aller dans un cinéma interdit aux moins de machin, t'as pas l'âge. Aller acheter des revues à 2,50 francs, tu te planques, t'as peur, on va te voir, etc. Ou tu le caches. Concrètement, vers 15, 16 ans, 14, 15 ans, aujourd'hui, vous avez un appareil, vous l'ouvrez, vous avez toute la poubelle du monde qui vous explose en pleine figure. C'est pas simple pour eux. Il faut comprendre que nos adolescents et nos enfants sont confrontés à quelque chose qui n'est pas simple pour eux. Et il faut savoir les applaudir lorsqu'ils vont réussir à un moment à faire un effort pour s'extraire de quelque chose qui est devenu du domaine de l'évidence et qui est d'une certaine violence. C'est-à-dire que nous, on est là, on dit « Oh, mais attends, qu'est-ce que nous, on aurait fait entre vous et moi, hein? Allez, on aurait fait quoi, nous, si on avait eu en main les mêmes outils ?» Je ne suis pas sûr qu'on aurait géré comme eux. Donc, ces deux points sont importants à avoir en tête. Un, ne pas se voir tout de suite « Ah, on a fait une erreur, ah, on s'est trompé ». Non. Je pense que, évidemment, qu'on aurait peut-être dû réagir un peu plus rapidement, mais clairement, pour beaucoup, on n'a pas vu le coup venir. Et deuxièmement, prenons la mesure auquel nos enfants et nos familles sont exposés et la difficulté que ça représente. Alors, sans rentrer maintenant dans la problématique plus de l'éducation, on va d'abord rentrer dans l'univers de la famille 2.0. Alors moi, vous savez, l'autre jour, il m'est arrivé quelque chose de très curieux. On était tranquille à la maison, ça arrive de temps à autre. J'étais avec mon épouse, vous savez, les enfants sont tous dans d'autres univers maintenant, donc voilà, on est de nouveaux jeunes couples, on était assis sympathiquement. Il y a un moment, j'entends un bruit un peu strident, et vous savez ce que je vois arriver? Mary Poppins. On est tranquille, ma femme et moi, on est en train de dîner, avant que je ne parte à une conférence et elle allait reprendre ses consultations. Et Mary Poppins arrive. Et elle s'installe, et elle se tourne vers moi, elle dit « Bonjour, comment ça va? Au fait, j'ai quelque chose à vous demander. » Ma femme regarde Mary Poppins et lui dit « Mais je peux comprendre que vous faites là ?» Évidemment que on va l'évacuer. Mais si Mary Poppins, elle arrive via mon portable, là, elle a le droit de citer. La première question qui se pose, sans rentrer dans les nouvelles technologies, les applications, etc., c'est l'intrusion que crée dans l'univers familial la nouvelle technologie, qui quelque part pose la question suivante, qui a le plus de place? Celui qui arrive de l'extérieur ou celui qui est en face de toi? Qui est le plus important dans cette histoire? Si c'est Mary Poppins qui débarque, tic, on la met sur le côté, excusez-moi, vous n'êtes pas invité, je suis avec mon épouse, dans une demi-heure, vous pouvez revenir me poser votre question. Et tout le monde sera d'accord, ça ne se fait pas. C'est quoi cette ingérence? C'est quoi cette ingérence? Alors maintenant, parfois, Mary Poppins, c'est une urgence absolue. Je peux dire à l'autre, tu sais, si Mary Poppins est une urgence absolue, vous êtes médecin réanimateur ou rave urgentiste, j'en sais rien, ou alors vous êtes en train de signer le deal du siècle et là, il faut absolument pouvoir avoir... Ok, c'est des choses qui arrivent, je devrais lui donner priorité pendant 5 minutes pour gérer quelque chose. Why not? La première question qui se pose dans l'univers de la famille, c'est le droit d'ingérence du tiers à travers le système des nouvelles technologies. Parce qu'à l'époque, il fallait se lever, il fallait répondre au téléphone, et pas tout le monde pouvait parler au téléphone en même temps. Ça demandait un tel travail que souvent, on arrivait à mettre les cadres. Aujourd'hui, c'est les notifications, c'est tout le reste et tout. Je crois que nous, en tant qu'adultes, notre première responsabilité, c'est de révéler à notre conjoint mutuel et à nos enfants leur place et l'importance qu'ils ont.
à travers le fait que lorsqu'ils sont face à nous, les autres n'ont pas le droit d'entrer. Et même s'ils ont un droit, il est posé dans un cadre. Vous ramenez vos enfants de l'école à la maison. Vous êtes dans la voiture en famille. Vous pouvez annoncer, je suis désolé, j'attends un appel important, je vérifierai mes appels, et si à un moment c'est l'appel, je le prendrai. C'est-à-dire, en 2 mots, vous ne traduirez pas ce téléphone que je prends comme étant le tiers à plus d'importance que vous. C'est-à-dire, nous sommes dans un lieu d'échange, dans un lieu dans lequel on se parle. Et c'est valable pour madame vis-à-vis de monsieur vis-à-vis de madame, de monsieur vis-à-vis des enfants, et aussi à terme des enfants vis-à-vis des parents. Il y a ici un principe d'exemplarité, mais qui ne va pas juste dans le problème de l'utilisation, qui est dans le problème de signifier les uns aux autres qui est quoi, et qui a de l'importance et de la valeur à l'instant T par rapport à nous. Ce n'est pas simple parce que nous avons toutes et tous pris de mauvaises habitudes, et comme un le fait, le second le fait. Et à ce moment-là, vous avez, et c'est génial, vous avez parfois des gens qui sont au restaurant, et vous voyez le couple qui est en face, l'un de l'autre, et qui est en train, comme ça, d'ailleurs je crois que les kinés aujourd'hui ont des nouvelles pathologies à gérer. Non, au bout d'un moment, c'est pas simple, hein. Alors, si on a défini les choses, s'il y a des cadres, c'est pas grave, c'est pas un problème. Mais à un moment, on ne se rend pas compte que surtout même par rapport à notre conjoint ou nos enfants, il y a cette notion de dévalorisation de l'autre qui fait qu'au bout d'un moment, si tu n'as pas de valeur à mes yeux, alors l'autre considérera que ma parole n'a plus de poids par rapport à lui. Je ne peux pas demander à un enfant ou à quelqu'un d'autre de donner du poids à mes paroles si je lui ai signifié de cette manière que lui ne représentait rien pour moi. Si je te signifie que tu as de l'importance et que l'autre passe après toi, je peux regarder. Je dis, je suis désolé, je regarde. Parce que parfois, en effet, suivant le travail, etc., il est nécessaire. OK. Ou alors répondre et dire, est-ce que c'est urgent? Non. Pouvez-vous me rappeler dans un quart d'heure? Vous êtes avec vos enfants, avec votre conjoint ou ailleurs? Excusez-moi, je ne peux pas vous répondre maintenant. Je suis en rendez-vous. Avec qui? Avec mon conjoint, avec mes enfants. C'est la même phrase que vous utilisez quand vous apprêtez à rentrer faire mincha. Et vous êtes au téléphone, dites « Désolé, il faut que je raccroche, j'ai un rendez-vous ». Ce qui est totalement vrai. On a un rendez-vous avec nous-mêmes, avec le créateur de l'univers. Désolé. Enfin, c'est un vrai rendez-vous. Et ça, ce sont déjà des points à essayer autant que faire se peut de mettre en place dans un cadre. Dans un cadre pour redonner à cela la fonction que ça doit avoir, c'est-à-dire un outil de communication, mais qui n'est pas le lieu essentiel de l'échange. Il est là pour communiquer, mais non pas pour échanger. Parce que l'échange, comme disent nos maîtres, Eina Shunra de Liba. Les yeux sont liés au cœur. L'échange, il passe à travers le regard. C'est dans le regard que se passe l'essentiel de l'échange. D'ailleurs, on voit bien que les enfants, quand ils ont envie de ne pas trop parler, ils évitent notre regard. On voit très bien que dans un couple, quand c'est un moment, et hop, on ne peut pas regarder. Parce que le regard crée le lien. Le regard crée le lien. Eina Shunra de Liba, dit la Gemara. C'est à travers les yeux que passe véritablement la partie essentielle du message, c'est-à-dire tout ce qui se situe au niveau des émotions. Et c'est intéressant peut-être de réinstaller ça. Baruch Hashem, on a le Shabbat, qui est un moment extraordinaire, dans lequel, et à la fois, on sort de notre addiction. Et Rav Kassabi, je peux vous faire un compliment, c'est que je vous ai appelé tout de suite après Shabbat pour savoir si 8 heures, c'était 8 heures précises ou pas, pour savoir si je devais vraiment foncer sur... Et votre téléphone n'était pas ouvert, donc je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Hein. Il y a des gens qui, motent ces Shabbats, ne sont pas là. Que s'est-il passé dans le monde? D'accord, c'est intéressant. Non mais ça a l'air d'être tout bête, pardonnez-moi. Mais c'est à ce genre de choses que l'on construit. C'est à travers cela. C'est à travers cela que l'on construit. C'est-à-dire être capable de dire, pas maintenant, un peu plus tard. Reposer des cadres. C'est-à-dire retrouver sa liberté. Retrouver sa liberté. Je retrouve ma liberté. Retrouver sa liberté, c'est tout simplement ne pas se sentir assujetti à quelque chose qui prend le pouvoir. Ça peut être mes désirs, ça peut être le regard de l'autre, ça peut être le besoin de plaire, ce que vous voulez. Et ici, en effet, c'est cela. Pour que nos enfants, eux aussi, essayent un moment de voir à l'intérieur de cela
un outil. Ça, c'est donc un point sur, j'ai envie de dire, le portable, aujourd'hui, et tout ce qui se joue. On peut très bien imaginer à la maison des règles, et qui au passage sont fondatrices pour les enfants et pour les adolescents. C'est que quand ils vont dormir, leur téléphone est chez nous. Alors le gosse, il va dire « Ah, je ne suis pas d'accord ». Je lui dis « Bon, Hachem, tu me rassures, t'es normal ». Le gosse dit « Ah oui, c'est une bonne idée, papa, maman, vraiment, je suis heureux que vous m'aidiez à lutter ». Ah là, dans ce cas-là, vous savez, c'est bonne nuit les petits, quoi. C'est Nicolas et Pimprenel. Donc quand l'enfant, il va vous dire ça, vous dites « Baruch Hachem, t'es un enfant normal ». Bon, déjà, moi, ça me rassure. Donc là, il est normal, il ne veut pas. Mais à un moment, vous allez dire, de toute façon, c'est la règle. Tu n'en as pas besoin de toute façon quand tu dors. Ouais, mais je ne veux pas, vous allez regarder. Serait-ce à dire qu'il y aurait sur ton portable quelque chose que je ne saurais voir? Vous savez, c'est comme nous chez nous à la maison, quoi. Enfin, chez nous, c'est-à-dire, je sais pas, chez moi, chez nous de manière générale. Il n'y a pas un portable de papa, il y a un portable de maman. Il y a un portable que papa utilise, un portable que maman utilise. Mais circuler, il n'y a rien à voir. Ça s'échange. Les histoires de code, ça ne veut rien dire. Il en faut, mais... Ah non, non, c'est mon portable. Bon, tiens, j'ai mon portable et je vais faire des courses. Prends. Déjà, casser ce mythe de mon truc à moi sur lequel... Alors bien sûr, si vous êtes ministre de la Défense ou des trucs un peu comme ça, où là il y a des informations sensibles, on peut comprendre éventuellement. Si ce n'est pas notre cas, il est où le problème? C'est un état d'esprit à créer, comme les codes de partout. Ta boîte mail, ma boîte mail. Alors bien sûr, si vous avez des responsabilités, il y a des choses qui sont ultra privées, etc. Mais au passage, dans un monde de confiance, c'est pas parce qu'une chose est ouverte qu'on va aller la consulter. Pour que pour les enfants aussi, cette idée de c'est mon truc à moi perso que je veux pas que personne il a le droit de voir, non. Les codes, ils doivent être accessibles. Un jour, un de mes garçons, bon, chez nous, ils ont payé le portable. Jusqu'au bac, après le bac, même non, à l'échelle, ils n'en avaient pas. Bon, ils ont survécu, grâce à Dieu. Comme ça, on a eu du temps un peu de se parler le soir. Alors, mais je me rappelle, il y en a un jour, il m'a dit « Ouais, tu me fais pas confiance. » Alors, je lui ai dit « Si, à toi, je fais confiance. À toi, je fais totalement confiance. Mais il y en a un qui ne fait pas du tout confiance. Tu sais à qui? À ton Yetzerara. À celui qui te pousse à faire des bêtises. Et tu sais pourquoi je ne lui fais pas confiance? Je le connais super bien. Et tu sais pourquoi je le connais? J'ai le même. J'ai le même. Et c'est vrai. On a le même. Alors, peut-être pas dans les mêmes problématiques, peut-être pas dans la même dimension. On a réglé, j'ose espérer, un certain nombre de choses avec nous. Mais évidemment. Évidemment que si tu as face à toi la possibilité de t'ouvrir à, il est normal que. Et sans rentrer dans des choses bas de gamme. Le temps qui est perdu. Alors vous allez dire, chez nous à la maison, ils savent, c'est génial. Je ne demande qu'à me tromper et à sortir d'ici avec des gens qui me disent « Ce que vous avez dit, c'est intéressant, ça ne nous concerne pas. Chez nous, les enfants ont su mettre leur cadre. » Moi, alors je veux dire, je suis très heureux de dire que j'étais à côté de la plaque dans ce genre de domaine. Ça me fait extrêmement plaisir, parce que ça veut dire que, Baruch Hashem, il y a des choses positives qui se passent et c'est génial. Et donc, c'était une conférence de théorie pure. Mais si ça nous concerne un tout petit peu, ce genre de choses, donc, vont permettre... Oui, en effet, quand tu dors, ton téléphone est dans notre chambre, ou alors il est à l'entrée, c'est comme ça. C'est comme ça. Et plus ils vont se battre, plus ils vont tester s'ils ont des adultes en face d'eux. Vous savez, c'est très fatigant de poser des cadres à des ados. Il y a des enfants. Mais il vaut mieux se fatiguer, ne pas dormir, lorsqu'ils ont entre 1 et 17 ans, et dormir après tranquillement de 17 à 95 ans. Parce qu'il y a un moment de vie dans lequel il ne faut pas dormir. Il y a un moment de vie dans lequel il faut se battre. C'est cette époque-là. Oui, c'est épuisant. C'est épuisant. Mais rappelez-vous que nos enfants nous aimeront pour les raisons pour lesquelles ils ne nous ont pas aimés. Et ils ne nous aimeront pas pour les raisons pour lesquelles ils nous ont aimés. Parce que tout simplement, on va leur apprendre ici à vivre une règle et surtout, et c'est là le point sur lequel je vais arriver. Dans la relation aux nouvelles technologies, le problème, au fond, fondamental, en dehors des trucs à 2 francs 50 qu'on va mettre de côté, c'est la relation entre le plaisir et le désir. Je veux
j'ai. Je suis chez moi, et c'est des expériences que je fais. Un ordinateur qui est là, sur lequel il y a, je ne sais pas comment ça s'appelle, un truc qui fait que on peut savoir exactement tout ce qui s'est passé. De la même manière que sur mon portable, il y a un code qui fait que, techniquement parlant, il n'y a aucun accès à tous les sites à 2 francs 50, et le code, c'est ma femme qui le connaît, par principe. Parce que comme je propose aux ados de faire la même chose, il est normal que je fasse la même chose pour moi aussi. Donc c'est, voilà. Donc je suis là, 00h30. Zut, j'ai oublié de prendre mon billet pour la conférence de Lyon. Ouais, c'est pas grave, 00h30, t'es chez toi, détente. T'es à la menthe, dans la main gauche, souris dans la main droite. Il y a un moment, il y a un problème. Et généralement, ils n'arrivent pas à 00h30, généralement, ça arrive entre 2 à 3 heures du matin. Donc pour ceux qui le font à 2 à 3 heures, je vous donne une info. C'est que quand vous sortez le sésame, d'accord, le machin, il est où? Non, c'est pas ma carte vitale. Quand vous sortez le truc là, pour payer, parfois il arrive que sur le site de la SNCF, il y a marqué que c'est en maintenance et qu'il faut revenir dans quelques minutes. Et là, vous avez le mail détendu, et d'un seul coup dit pourquoi? Tout va bien. À la limite, tu prends un bouquin, une BD, un CFR, machin, tu vas parler avec ta femme, tu passes 10 minutes, dans 10 minutes, tu reviens. Ça m'énerve. Pourquoi? Parce que je suis habitué que je veux, j'ai, désir, plaisir, désir, plaisir, désir, plaisir. Plaisir d'avoir ce que je veux. Et donc la gestion de la frustration, elle va devenir de plus en plus compliquée pour nos enfants. Parce que le problème qu'ils ont, c'est dans la relation à la frustration. Je veux avoir, je vais avoir. Je veux voir tel film, je l'ai. Je veux entendre telle chanson, je l'ai. Je veux communiquer avec X, je l'ai. Je veux voir tel et tel. J'ai tout en accès immédiat et la notion de temps est en train de disparaître. Et c'est très intéressant parce que c'est, pardonnez-moi, un état d'esprit que l'on commence à voir. Les enfants ont de plus en plus difficile à gérer la frustration. Mais parce que tout simplement, la notion d'effort pour pouvoir accéder à quelque chose disparaît de par la présence des nouvelles technologies qui nous permettent d'accéder de plus en plus rapidement à ce que l'on veut. Même pour des choses toutes bêtes. Payer quelque chose, payer son pack-mètre, c'est-à-dire on est juste dans un geste, et donc cette idée qu'il va falloir pour obtenir quelque chose, être dans le mouvement, qu'ils découvriront un jour, ils n'auront pas le choix, dans l'univers du travail, sera éventuellement cantonné à l'univers du travail parce qu'il n'y a pas le choix, et même là, on va essayer de trouver les systèmes. Dans le domaine scolaire, évidemment qu'on va être dans un copier-coller. Je vais raconter une expérience qu'on a faite qui était géniale. Authentique, enfin géniale, c'est une manière de le dire, quoi. Quand un de nos garçons était en classe de première, je ne citerai pas l'école, de toute façon ils ont changé de prof depuis, bac français. Et donc il m'amène à la maison les corriger. Et bon, le français, j'aime bien. D'accord? Ça fait partie des trucs que j'aime bien. Donc je regarde un peu les corrigés. Et puis, comme on dit aujourd'hui en langage actuel, je dis, il y a un blême. Il y a un problème. D'abord, je repère quelques fautes d'orthographe. Bon. Et surtout, bon, c'était moyen. C'était moyen. Et c'est un prof de français officiel, hein? Débutant, soit, mais officiel. Et puis j'ai commencé à chercher un peu parce que je me disais c'est surprenant. En effet, c'était un copier-coller qu'il avait récupéré sur des sites dans lesquels des élèves donnaient leur propre machin, etc., etc. Et c'était extraordinaire. Alors que lui, son problème dans la relation à sa dimension professionnelle, c'est son problème, il est parti l'année d'après. Les gosses ont une année catastrophique. Mais ce qui était intéressant, c'était quoi? C'est que c'est un état d'esprit. Alors vous allez dire, c'est un épiphénomène, soit. Mais aujourd'hui, vous voyez bien que quand les élèves doivent rendre, on dit bien, attention, ne pas aller chercher des documents, faire du copier-coller, nous avons les systèmes pour les repérer. Ça veut dire que si ce n'était pas dit, l'important c'est d'accéder aux résultats. Les moyens d'y accéder ne nous intéressent pas. Or, nous savons que ce qui construit l'être, c'est le cheminement qu'il est obligé de mettre en place pour y aboutir. C'est quoi la conséquence ultra concrète? Ça ne va pas vous faire sourire, ça ne va pas vous faire sourire. C'est l'émergence des jeunes couples qui divorcent. L'émergence de jeunes couples qui divorcent et qui ont des problèmes de couple. C'est très intéressant. La Maison de la Famille, ça fait des années qu'on existe. On a en moyenne entre 850 à 1200 consultations par an. Donc on commence à avoir un peu de recul. Et on voit de plus en plus de jeunes couples qui arrivent. Et ça ne va pas, et ben, il faut arrêter.
grâce à Dieu, si ça ne va pas, c'est que vous êtes couple. D'accord? Le couple, c'est quand même, je vous rappelle, créer un système dans lequel on aura des problèmes à deux qu'on n'aurait jamais eu si on était resté seul. Bon, donc voilà. Donc vous êtes dans un couple. Vous êtes dans un couple normal, Mazal Tov. Et là, ça ne va pas. Donc ça ne rejoint pas l'image que je voulais. Salut! On veut tout de suite s'arrêter. C'est-à-dire cette idée de vouloir se battre pour pouvoir construire, comme dans toute histoire, est de plus en plus mise de côté, parce que cette notion de « je n'ai pas tout de suite ce que je veux », j'ai difficile à l'accepter. C'est pas qu'ils sont des gens moins bien, avec moins de midot, pas du tout, du tout. Ce qui est très intéressant, c'est que vous constatez que lorsqu'ils ont été dans des systèmes dans lesquels ils ont été obligés de se battre pour accéder à un certain nombre de choses, ils arrivent beaucoup mieux à tenir, parce que cette idée qu'il a fallu faire des efforts à un moment pour obtenir, ils l'ont trouvée dans un domaine X, Y ou Z. Mais si, dans leur modèle d'études ou autre, ça n'a pas été trop présent, eh bien, c'est assez surprenant de voir ce qui se passe. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de comprendre quel est l'enjeu et pourquoi il est nécessaire de poser des cadres et des limites par rapport à cela. Pour que cette idée du rapport entre le désir et le plaisir ne soit pas sans arrêt dans l'immédiateté, mais que la notion de temps se réinscrive. Donc réapprendre aux enfants à découvrir en effet le plaisir de faire quelque chose qui prend du temps, qui demande de l'investissement et du bonheur que cela peut créer. Comme par exemple s'investir dans un univers communautaire pour d'autres, pour des jeunes, pour d'autres enfants qui ont des difficultés, etc. Ça leur apporte énormément. Pourquoi? Parce qu'ils découvrent cette notion d'effort. Vous avez un enfant qui est un peu plus doué que d'autres en maths, proposez-lui d'aider d'autres enfants, non pas juste dans une dimension de chesed, pour qu'ils comprennent le bonheur qu'il y a de faire aboutir quelqu'un à travers un effort qu'il va produire. À nous de faire preuve d'imaginaire, parce que c'est ce qui leur permettra à terme d'être mieux armés pour se confronter aux problématiques auxquelles ils seront confrontés, comme nous tous. Troisième élément, j'ai juste à voir, d'accord, il y a une montre. Le troisième élément sur lequel donc je voudrais, d'accord, on a le temps encore. Sur le troisième élément sur lequel je voudrais réfléchir avec vous maintenant, c'est donc tout ce qui est en train de se jouer au niveau des réseaux sociaux. Alors, au niveau des réseaux sociaux, et avant de rentrer dans les réseaux sociaux, sur quelque chose qui pour nous aujourd'hui est évident, mais sur lequel on doit exercer, je pense, déjà un certain contrôle, c'est l'univers des groupes WhatsApp. L'univers des groupes WhatsApp est très intéressant. Je vais vous raconter une expérience que j'ai faite la semaine dernière. Grâce à Dieu, je donne toutes les semaines entre 10 à 15 cours, conférences, que ce soit à Paris, ailleurs et tout. D'accord? J'ai un cours qui dure des années le lundi soir. J'ai divisé en deux. Il y a une première partie, je le donne dans le centre de la relève, à Cadet, donc Cadet jeune. Et la seconde partie, elle a déménagé à droite, à gauche et tout. Elle est dans une synagogue du 11e. Et je la laisse aller. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que j'ai envie de peut-être reconstruire ce cours de manière totalement différente, puisque je l'ai séparé en deux. Bon. Donc moi, voilà, il y avait un moment 150 personnes, maintenant il y a 7, 8, 10, etc. Je communique plus, tout, voilà. Et puis à un moment, quelqu'un dans le cours, très gentil, je leur ai dit, écoutez, je pense que d'ici quelques semaines, on va arrêter, après je repense le truc, etc. Cette personne, très gentiment, avec beaucoup de cœur, a pensé que j'étais dans une forme de désespoir absolu par rapport à un cours dans lequel il y avait moins de monde, et donc très gentiment a voulu battre le rappel des troupes. Alors que moi, justement, j'ai arrêté toute communication. C'est que dans la newsletter, il n'y a plus de SMS, il n'y a plus rien, c'est dans la synagogue. Et donc, d'un seul coup, on m'envoie un truc que circule sur les groupes WhatsApp, un message assez incroyable. Il faut qu'il y ait plein de monde qui vienne pour me remonter le moral, faire une ovation. Vous recevez ça, vous dites, je fais quoi maintenant? Parce qu'en même temps, il y a quelqu'un que je ne vais pas blesser, parce que c'est vraiment ultra gentil de sa part. Il a pensé bien faire et c'est très gentil. En même temps, je pense plus ou moins savoir ce que je fais. J'essaye de temps à autre. Donc là, je suis dans un kivoun très précis. Concrètement, il y avait 80 personnes ou 70 personnes qui sont venues au cours. Mais là, ça va. Tous les gens qui ont voulu traduire, ah là là, le mail est désespéré, il faut lui remonter le moral, etc. Bon, ça, je ne peux rien y faire pour eux. Mais là, on est dans du soft. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? Et c'est là où je vais nous amener à réfléchir. C'est que
personne ne se pose la question de savoir quelle est la validité du message. Et personne ne se pose la question de savoir qu'est-ce que moi j'en pense. Comme à l'époque, vous vous rappelez du truc super rigolo qui s'était passé lors des élections, où j'avais vu un truc super marrant. Quelqu'un m'envoie une demande en me disant qu'il faut voter. Je te dis ce qu'il faut voter. Et il me dit non, parce que tel rabbinim en Israël ont dit de voter A. Et moi, j'avais reçu 10 minutes avant que des rabbinim de Paris disaient de voter B. Donc moi, je dis écoutez, vous dites ça, mais il y a des rabbinim qui disent qu'il faut voter ça. Et je continue, j'envoie 2 messages derrière, et de toute façon, vous êtes enfin des grands garçons et une grande fille, enfin je sais plus si c'était un monsieur ou une madame, et vous décidez de voter pour qui vous voulez. Il y a quelqu'un qui a fait une capture d'écran du message dans lequel les rabbinim X, Y disent de voter B, et a fait circuler le mail dit que, depuis quand les rabbinim se mêlent, et au nom de quoi, etc., de l'ambiance. J'étais obligé de... Parce qu'à un moment, j'ai dit, attendez, ça ne vous dérange pas, je vais vous donner l'intégralité. Donc j'ai envoyé. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi là-dedans? C'est l'incrédulité et le poids que l'on donne aux informations qui sortent. Au niveau des enfants, alors nous, en tant qu'adultes, c'est à nous de savoir si on a envie de croire et si on a décidé d'être adulte et de réfléchir. C'est comme les gens, ils vous appellent, ils disent « Ah, vous savez, mon mari, ma femme... » Moi, je leur dis bon, ben, si ce que vous me dites est vrai, alors peut-être. Il dit comment? Ben, je dis, c'est pas parce que tu me l'as dit que c'est vrai. Mais attendez, mais vous ne me croyez pas. C'est pas que je ne vous crois pas, mais vous me disiez A, vous me dites A. C'est peut-être A, mais c'est peut-être B aussi. Excusez-moi. Cette idée de dire aux gens, et c'est une phrase que je leur dis souvent, si ce que vous me dites est vrai, alors, et les gens sont offusqués. Mais parce que vous me le dites, c'est vrai. Depuis quand? Vous y étiez, vous l'avez vu, moi j'y étais, moi j'ai été vu. C'est votre parole. Quand vous êtes assis dans un bed-din, et vous avez parfois 2 protagonistes, et les 2, ils ont des grandes barbes jusque-là. Il y en a un qui dit A et l'autre qui dit B. Il y en a un des 2 qui ment, c'est évident. Mais il y en a un qui dit vrai, un qui dit faux. On va essayer de comprendre ce qui se passe. Ce qui est intéressant, c'est de travailler sur l'esprit critique de nos enfants, parce que les groupes aujourd'hui peuvent faire beaucoup de mal. Je le vois au niveau des enfants et je le vois dans l'univers scolaire. Le nombre d'enseignants, il n'y en a pas 100, mais il n'y en a pas juste 2, qui à un moment sont tombés dans des problématiques de dépression, parce qu'il y a des groupes de mamans qui ont décidé de s'acharner sur une prof qui a peut-être dysfonctionné, éventuellement. Attention quand je dis peut-être. Mais sur la base de ça, partir dans un délire absolu. Moi, je rappelle un truc, quelqu'un qui était là, dans l'agression, j'appelle le gars, je lui dis, dites-moi, je vois que le truc, vous êtes au courant? Il dit, non, mais... Il dit, mais attends, mais vous avez vérifié? Vous vous rendez compte que vous êtes en train de tuer quelqu'un? C'est-à-dire, tu es coupable de meurtre. Tu es coupable de meurtre. Et on est aussi coupable de ces gosses qui vont très mal. Et les suicides d'ados qui ont eu suite à des campagnes sur des trucs, c'est des réalités auxquelles on est confronté. Et on a été confronté, je peux vous le garantir, malheureusement, 2 fois. C'est lourd. Leur apprendre que ce n'est pas parce que c'est écrit que c'est vrai. Garder cette notion d'esprit critique parce qu'il donne une forme de crédit systématique à tout. Alors vous allez dire, vous rentrez dans les problématiques des fake news. Mais on les connaît en théorie. Mais quand ça alimente quelque chose qui nous intéresse, c'est-à-dire qu'à ce qui paraît, l'épicier de la rue de machin, il a vendu un yaourt qui n'était pas de bon truc, et que toi, tes pitiés, en vérité, tu l'aimes pas parce qu'il y a 15 jours, il a refusé de te faire un prix. Là, tu dis c'est vrai, et tu... C'est-à-dire qu'au fond, souvent, ça nourrit un certain nombre de choses qu'on a envie de nourrir. Réapprendre à nos enfants et à nous-mêmes à prendre de la distance. C'est-à-dire créer l'hypothèse que ce qui est dit n'est peut-être pas nécessairement vrai. Créer une deuxième hypothèse. Créer une deuxième hypothèse dans la manière dont on fait la lecture de ce qui est envoyé. N'attendez pas vous-même d'être à un moment, entre guillemets, victime d'une chose pareille pour comprendre l'impact que ça peut avoir. N'attendons pas qu'un de nos enfants soit un jour victime d'un groupe WhatsApp d'une classe dans lequel on dit « machin, il est amoureux de machin » ou d'autres choses, qui à notre niveau on dit « ça va », mais qui pour lui sont bouleversants pour commencer à faire ce travail. Et pour cela, la première solution, c'est de faire du contrôle. Vous devez avoir accès au portable de vos enfants. Ce n'est pas négociable. Parce que les enfants, parfois, ne parlent pas. Je ne parle pas pour aller chercher des choses qui ne vont pas,
mais pour aller voir des choses qui peut-être eux-mêmes pourraient les toucher. Vous devez avoir accès. Il y a un moment où on sait pourquoi. Vous savez, c'est comme quand vous empêchez votre gamine de 14 ans de passer la nuit à faire une soirée pyjama. Vous savez pourquoi. Vous lui dites non. Ou vous lui dites à minuit, je suis en bas, je te cherche. La dimension impliquante des choses est suffisamment importante. Au bout d'un moment, vous avez une indication de tendance. Au bout d'un moment, vous n'avez pas besoin de vérifier sans arrêt. Vous voyez bien quel est l'état d'esprit, etc., etc. Donc vous pouvez un petit peu être beaucoup plus souple. Mais à un moment, il faut quand même avoir une idée de ce qui se passe. Parce que les enfants se taisent. Ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas. Surtout s'ils sont victimes. Et sur cela, alors, ne sortons pas d'ici du tout dans l'angoisse. Je vous donne juste quelques éléments de réflexion et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en espérant que tout le monde dans 15 jours dise « mais le mail, il était à côté de la plaque, tout va très bien, c'est génial, j'en suis le premier content. » Ça sera génial. Je suis pour. Mais, comme dit la Gemara, « la chouche baïnan ». Essayez quand même d'y faire attention, baïnan, on a la nécessité de faire. Et ça, c'est des choses qui sont extrêmement concrètes. On va voir que donc cette notion de... je voudrais maintenant aborder un autre point. Et ce point, c'est, au fond, quelle va être la particularité d'Abraham? Qu'est-ce qui fait que nous sommes un peuple particulier? Le clan d'Israël, on s'appelle les Hébreux. Pourquoi on s'appelle les Hébreux? Pourquoi on s'appelle les Hébreux? Dit le texte, et on le dit dans la Haggadah le soir, « Me'ever anar yashua votechem » car nous étions installés de l'autre côté du fleuve. C'est quoi l'autre côté du fleuve? Les hommes de l'autre côté du fleuve, ce n'est pas le nom d'une tribu de Peau-Rouge. Mais Me'ever anar, dit le Zohar, le Nahar, le fleuve, symbolise l'intellect. Le fleuve, et son eau qui coule, symbolise l'intellect, la réflexion. Et nos maîtres de dire qu'en effet, la particularité d'Abraham, à partir duquel nous allons grandir, c'est d'avoir su à un moment ne pas avoir peur de se positionner face à une pensée et faire émerger sa pensée particulière et spécifique. Et j'aimerais réouvrir maintenant sur quelque chose de plus vaste, après avoir abordé quelques problématiques un peu plus techniques, et si vous voulez, après on parlera, à travers vos questions, des autres éléments qui n'ont pas été abordés. Abraham, c'est celui qui en même temps est Av Hamon Goyim, il est le père, d'une multitude de nations, mais en même temps, il est celui qui n'a pas peur de se positionner pour proposer son regard et sa vision du monde et de l'existence. Nos enfants ont besoin, et nous-mêmes, nous avons besoin, de nous poser la question du regard que nous avons sur la vie. Comment nous pensons et voyons les choses. Or, comme dit le Maharal de Prague, c'est une idée qui est très intéressante du Maharal. Le Maharal dit qu'il y a deux types de paroles. Il y a ce que l'on appelle, pas deux types de paroles, il y a deux types de pensées. Ce qu'on appelle Sechel Adibri, ve Sechel Yoni. Sechel Adibri, j'appellerais ça, je traduirais ça par la pensée et la parole instinctive. Et Sechel Ayoni, c'est ce qu'on appellerait la pensée et donc la parole, puisque la parole exprime la pensée construite. La première, dit le Maharal déjà à son époque, je le traduis avec ces mots bien sûr, c'est le fait que nous ayons l'illusion que notre pensée nous appartient, alors que nous ne sommes que le haut-parleur de la pensée de l'autre, mais traduite avec des mots différents. Et c'est l'utilisation d'une terminologie haute qui nous donne l'illusion d'être dans une parole qui nous appartient. Nous retraduisons une pensée qui n'est pas la nôtre, qui a été émise par un tiers, quel qu'il soit, suivant la chaîne de télé, suivant le journal que l'on a vu, ou suivant celui qui avait le preuve de plus de charisme ou de force au moment où il exprimait son point de vue. C'est Khaliyoni, c'est la capacité de se donner la liberté de repenser les choses. C'est-à-dire, à l'aune de la référence qui est nôtre, qui est Torah, parce qu'on a tous et toutes besoin d'une référence, et notre référence en tant que juif, c'est Torah, comment la Torah me propose-t-elle de penser, de voir et de réfléchir à telle et telle chose? Et c'est vrai que on sort un petit peu ici du cadre de la gestion du quotidien, du portable, de l'Internet, de tout ce que vous voulez, des addictions en tout genre. Mais je crois qu'il est important aussi à un moment de se poser, de se mettre un peu en distance et de se dire, mais au fond, derrière ça, qu'est-ce qui va se jouer? Et c'est valable dans tous les milieux, ce n'est pas un problème de religion par religion, c'est valable dans tous les milieux. Quel est le moment que l'on se réserve pour penser et repenser les choses?
dans lesquels, en effet, on va s'alimenter d'un savoir, mais à un moment, on va se dire, mais moi, qu'est-ce que j'en pense? Et avant de dire ce que j'en pense, qu'est-ce que la Torah pense de cela? Quelle est la vision que la Torah propose de telle et telle problématique? Quelle est la vision que la Torah propose de telle ou telle problématique? Je vous en donner une toute simple, qui est tirée de la paracha, pour nous ouvrir un petit peu. La relation que nous avons à l'univers du religieux. Est-ce que nous avons une vision Torah de ce que ça veut dire? Ce matin, on donne les 10 paroles. Donc les 10 paroles, c'est la religion, d'accord? C'est la religion, c'est relation à l'autre, relation à Dieu, super. Qu'est-ce qui termine? C'est quoi le texte juste après? Très bizarre. Tout de suite après, on dit Ve'mizbach avanim ta'aseli. Et si tu me fais un autel de pierre, on parle d'un autel sur lequel on va amener des offrandes. Et après, on nous dit autre chose. Et attention, la robe d'accès pour monter sur l'autel ne doit pas être faite avec des marches, mais avec une rampe douce pour y accéder. Bizarre que ce soit ça, la conclusion des 10 paroles. C'est quoi le misber? Le misber, c'est un lieu sur lequel on amène une offrande. Traduction, c'est le lieu dans lequel on me rappelle que chaque élément a une fonction dans l'univers. Parce que l'offrande, sans rentrer dans un cours puisque ce n'est pas le sujet, c'est quelque chose à qui on donne une fonction. Un animal a une fonction, chacun d'entre nous a une fonction. Nous rappeler que le cadre que nous propose la loi est un cadre dans lequel nous allons devoir penser dans un second temps la fonction qui est nôtre. Quelle est la fonction que j'ai? Qu'est-ce que je dois faire émerger de particulier, de spécifique dans le monde dans lequel je suis? Donc se reposer la question sur ta particularité, se reposer la question sur le fait que mon mouvement intérieur crée quelque chose, parce qu'au moment où vous développez un mouvement intérieur de travail sur vous-même, vous créez un système positif autour de vous, et quelque part toutes celles et tous ceux que vous allez croiser auront les bénéfices collatéraux de votre propre mouvement, donc vous avez déjà rempli une fonction à travers un mouvement qui génère quelque chose autour. C'est comme nous en tant que parents. Notre fonction de parents, c'est de nous construire en tant qu'individus pour qu'à travers cela, nos enfants puissent avoir les énergies qui leur permettent à eux aussi de se construire. Fonction, ce n'est pas nécessairement que faire un centre communautaire, c'est génial. Il faut le faire. Mais si c'est pas moi qui suis derrière, je fais quoi? C'est quoi ma fonction? Je suis pas ceci. Ta fonction, c'est déjà ton travail personnel qui va à un moment créer quelque chose et qui sera bien visible. Première chose. Donc déjà, vous voyez, le religieux n'est pas une finalité, c'est un cadre dans lequel on se pose la question des fonctions. Monter sur la pente douce, on dit parce que tout simplement, on ne veut pas lever la jambe n'importe comment pour faire preuve d'irrespect par rapport aux pierres. Parce que c'est peut-être pas très joli de faire ça. C'est-à-dire, en 2 mots, développe le raffinement par rapport à la sensibilité du tiers, qui commence au niveau d'une pierre et qui évidemment vont vers celui qui est à ton image, comme dit Rachi. Donc on a un texte qui nous dit, tu sais, l'univers du religieux, c'est se poser la question de sa fonction et développer ta sensibilité par rapport à l'autre. C'est intéressant. Peut-être que ça nous ouvre à une autre perspective. Peut-être que ça nous amène à repenser notre relation aux choses. Et c'est ça qui va être intéressant. C'est-à-dire que être hébreu, c'est prendre de la distance. Or là, nous sommes matraqués. Nous n'avons même plus le temps de nous poser la question, mais moi, j'en pense quoi? Alors je vous propose de faire quelque chose. C'est de faire avec vos enfants et avec vous-même du décryptage. C'est-à-dire, lorsque l'on voit, dire, mais toi tu vois quoi? Qu'est-ce que tu en penses? Et ce qu'il dit, est-ce que tu es d'accord? Et pourquoi on devrait être d'accord? Les amener à s'interroger, non pas nécessairement attendre de nous donner leur explication de texte, mais de créer le principe de l'interrogation par rapport à ce qu'ils voient. Parce que vous savez, s'interroger et créer une autre hypothèse de lecture, c'est ce qui fera la base de leur réussite de couple par la suite. Parce que dans une confrontation dans un couple, on a toujours une hypothèse, on est mono-hypothèse. Il est nerveux, elle est ceci. C'est une hypothèse, tu as raison. Mais il y a peut-être une deuxième, non? Vous savez, il y a quelqu'un qui vous mettait la main ici et il crie. Oh, c'est un nerveux. Hypothèse 1. C'est pas une deuxième hypothèse, moi j'en ai une. Il y a une cicatrice en dessous. Et quand tu as mis la main, tu as réveillé la cicatrice. Mais comme tu ne la vois pas, tu ne sais pas. Et même lui, il ne sait pas qu'il a de cicatrice. Vous savez, quand vous dites à quelqu'un quelque chose et qu'il explose, il y a 2 options. Soit il est dingue, soit vous venez de réveiller chez lui une souffrance. Si vous ne créez pas une seconde hypothèse,
On ira dans une hypothèse qu'on alimentera en permanence et puis après on arrivera vers une conclusion qui sera souvent erronée. À quel moment on apprend à ouvrir une deuxième lecture? Face à une situation dans laquelle on te dit tu peux la comprendre. Aujourd'hui, ils sont là, ils sont avec nous, ils voient, ils sont là, tu es au courant. Ben, arrêtons-nous, utilisons puisque c'est là. C'est là. Il est face à l'image, il est face à l'info, il est face à tout ça. T'en penses quoi? Est-ce que tu penses qu'il est vraiment nécessaire que l'on soit au courant de telle et telle chose? Alexia Daval a peut-être été tuée par son mari, mais il y a sans doute un second complice. Ça change quoi à ta vie? Explique-moi. Vous avez vu, je suis au courant. Comment je suis au courant? Parce que quand moi j'ai allumé mon portable tout à l'heure, pour rappeler, eh bien, il y a paf, un moment, un truc qui est là et qui apparaît, boum, et tu le regardes. Je vous rassure tout de suite, je n'ai pas ouvert la suite parce que ça ne m'intéresse pas du tout. Mais je lis vite. 2 lignes, ça se dit en une fraction de seconde. Pourquoi tu as besoin de me donner cette info? Pourquoi je vais la chercher? Est-ce que j'en ai besoin? Juste les éveiller à ça. L'idée, juste de se poser la question. Même s'il n'y a pas de réponse, créer chez eux, chez nous, cette question, pourquoi vais-je ici? Qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je prends? Maintenant, j'ai abordé un dernier point et après on passe aux questions. C'est donc la problématique de... Alors, les réseaux sociaux, évidemment, vous devez être dedans. S'ils sont dedans, vous devez être dedans. Et face aux adolescents, généralement, je leur tiens un discours suivant, je leur dis, écoutez, je suis terriblement traumatisé parce qu'aucune et aucun d'entre vous n'a vu mes photos de l'été dernier. Ça ne vous manque pas? Ça ne vous manque pas, non? Vous vous rendez compte que vous ne savez pas du tout où j'étais en vacances? Et vous n'avez pas vu des photos de moi à l'aéroport? Non mais c'est grave, hein? C'est un manque. Et moi aussi, ça me manque. Aujourd'hui, il y a une étude qui a été faite. C'est une vraie étude, hein, parce qu'aujourd'hui, on travaille là-dessus. On a le bonheur de faire régulièrement des choses avec le professeur Lejoyeux, qui est chef de service en addictologie à Beaujon, et avec lequel on fait souvent des conférences. Donc il y a des études qui sont très intéressantes. C'est que le taux de syndrome dépressif est aujourd'hui nettement plus important chez ceux qui sont habitués des réseaux sociaux que chez les autres. Pourquoi? Parce qu'il y a ce problème sans arrêt de savoir ce qui se passe chez l'autre que je ne vois pas chez moi et le besoin de savoir ce que l'autre pensera de moi. Alors vous qui êtes des êtres construits, ça ne vous touche pas. Avoir 1 like, 20 likes, 200 likes, savoir, etc., vous êtes au-dessus. Mais rappelez-vous qu'il y a une génération qui est en train de rentrer là-dedans. Vous ne connaissez pas la construction intérieure de vos enfants. J'ose espérer que je me trompe. Et que Baruch Hashem, ils sont construits, qu'ils voient ça juste comme un outil de communication basique, et puis ça s'arrête là. Mazal Tov, j'en suis le plus heureux. Mais c'est peut-être pas sûr. Donc, on a ici peut-être une réflexion à avoir. C'est-à-dire, c'est sur savoir comment est-ce qu'on va gérer ça. D'accord? Est-ce que j'avais dit que j'allais aborder quelque chose de nouveau? Parce que je ne sais plus où j'en suis là, parce que j'ai fait une parenthèse sur ça. Donc, on a vu un petit peu quelles sont les différentes problématiques qu'on a aujourd'hui par rapport à cet univers-là. La nécessité du positionnement, la nécessité de prendre le temps, de décrypter avec les enfants, de leur demander qu'est-ce qu'ils en pensent, comment ils voient les choses, quelle est leur vision. Tout ce qui a trait à l'univers des réseaux sociaux, sur lesquels, en effet, nous devons, nous, en tant que parents, savoir ce qui se passe, savoir ce qui se joue, pour véritablement avoir une gestion quand même éventuelle de possibilités de dérive. Je ne rentre même pas dans les problématiques de gosses qui se font ceci, cela, avec tout ce qui peut se passer par ailleurs. Dernier point quand même, c'est l'univers des jeux et de la pornographie. Alors pour la pornographie, aujourd'hui, les stats sont les suivantes. Plus de 80% des adolescents ont été confrontés à ça. Clairement, c'est comme ça. La difficulté, c'est que, évidemment, ce sont des images sidérantes. Je ne parle même pas de Chas v'Shalom, c'est assourd, mais ça leur donne une vision un peu surprenante de la manière dont on construit une relation amoureuse, pour de multiples raisons. Donc, là-dessus, il n'y a pas d'autre solution que mettez des filtres. Mettez des filtres ou alors mettez un tracker. Et dites aux enfants, sachez que je sais tout ce qui se passe sur l'ordinateur. Point. C'est comme ça. C'est comme ça, parce que tout simplement, quand ils le voient, on le voit toujours trop tôt, mais quand ils le voient vraiment trop tôt,
c'est pas banal à gérer par la suite, d'accord, hein. On a été quand même avec notre équipe déjà plusieurs fois appelés par des écoles dans lesquelles un gamin ou une gamine pour des enfants de 8, 9, 10 ans a montré des trucs no comment, d'accord. Et il faut, alors, il n'y a pas mort d'homme, mais disons que ce n'est pas une mitzvah de se créer des problèmes et de se retrouver dans ce genre de choses. On est la génération Tinder. Évidemment qu'il faut en parler. Alors à quel moment? Quel style d'enfant? Apprendre qu'à un moment, on n'existe pas à travers le regard de l'autre, mais à travers le regard que l'on porte sur soi, cette notion de respect de soi, tout ça, ce sont des notions dont on doit leur parler. Ça veut dire quoi se respecter? Pour un garçon, ça veut dire quoi respecter une fille? C'est-à-dire ne pas utiliser son besoin de se faire exister par le fait que tu la vois pour pouvoir tout simplement récupérer ce que tu as envie de récupérer. On est obligé de leur en parler. Parce qu'à un moment, qui va le leur dire? De quoi? Qui va le leur dire? Il y a bien des personnes qui doivent le leur dire. Alors, ce n'est pas dans un cours de morale, c'est juste, au détour d'une conversation, proposez votre manière à vous de voir les choses. D'accord? Proposez-vous votre manière de voir les choses. Pour les garçons, généralement, il y a quand même quelque chose de fondamental qu'ils doivent entendre, c'est que quand ils ont voulu jouer avec les jeunes filles, quelque part, ils sont à l'origine peut-être des difficultés qu'elles auront pour se marier par la suite. Pour une raison très simple. C'est quand une jeune fille a vécu une expérience dans laquelle on lui a dit qu'elle était la plus belle, la plus mignonne, la plus extraordinaire, la plus géniale, la plus fabuleuse, la plus que vous voulez. Avec, comme dirait l'autre, après, voire plus, si affinité, n'est-ce pas? Et qu'au bout d'un moment, ça a été non, t'es super, mais t'es trop bien pour moi, ou alors je ressens plus rien, d'accord? Les grands classiques, qui s'élaborent vers les 15, 16, 17 ans, hein, parce que c'est à ce moment-là où la manière dont on voit l'autre se met en place. Cette jeune fille, quand elle aura 21 ans, qu'il y a quelqu'un d'autre qui va lui dire la même chose, elle va se méfier, parce qu'elle s'en est déjà pris une comme ça dans la tête. Elle a le souvenir d'une histoire précédente. Il faut en parler. Alors, j'en parle de manière un peu lapidaire comme ça. À nous de trouver les mots pour pouvoir à un moment quand même faire passer ce message. Ça veut dire quoi? Se respecter, ça veut dire quoi? Respecter l'autre, sans même rentrer dans la problématique du politiquement correct, du religieux, de l'interdit et du permis. En dehors de ça, il y a quelque chose d'humain. Respecte-toi. T'es pas un shawarma sur deux pattes. Respecte-la. C'est pas quelqu'un qui est là au service de tes désirs. C'est-à-dire cette notion-là, et leur permettre de se l'approprier. Ça, c'est un point donc, que je vous livre. Dernier point, c'est l'univers des jeux vidéo. Alors, on s'est posé la question, pourquoi ces jeux captaient tellement les enfants? Et bien sûr, ils sont sans arrêt renouvelés, etc. Et tu l'as pas, le poids social. C'est le poids social, c'est vraiment l'absence totale de liberté. L'absence totale de liberté. Le moment dans lequel ce que les autres disent va déterminer ta manière de fonctionner. Ah, c'est lourd, hein? Alors on crée des théories, mais non, c'est super, c'est bien, non, c'est rien du tout. Ce qui fascine aussi, entre autres, les enfants dans les jeux, et je pense que c'est intéressant pour nous, de parents, d'en avoir conscience, c'est que le jeu renvoie l'enfant au fait que dans la vie, il y a des choses rassurantes. C'est qu'il y a des règles qu'on ne peut pas franchir. Chose dont il n'a peut-être pas fait l'expérience chez lui à la maison. Parce qu'avec un jeu, tu ne négocies pas. Un jeu a ses règles. T'as perdu, t'as perdu. Tu peux hurler, t'empêter, menacer, promettre, insulter, faire ce que tu veux. T'as pas passé l'étape d'après, t'as pas passé. Au fond, c'est un peu rassurant. Dans la vie, il y a un truc qui est clair. Et au passage, symboliquement, ça les arrange de se confronter à un monde qui, à un moment, n'a pas peur de poser des cadres et de s'y tenir. Je vous livre ça à votre réflexion. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas simple. Et, comme disait, il le dit toujours d'ailleurs, je pense, Séguy Hirsch, un grand thérapeute, monsieur qui est passé par Auschwitz, etc., qui est aujourd'hui, je pense, le maître des plus grands thérapeutes actuels. On a ce privilège de pouvoir travailler avec lui depuis des années, régulièrement à Bruxelles. Et un jour, il nous disait, vous savez, hein, monsieur Lemel, dans la vie, on rate, et puis après, on rate moins. On rate et on rate moins. C'est-à-dire, c'est évident que c'est compliqué. C'est évident, c'est-à-dire, comme j'ai dit au début, ne nous sentons pas coupables, etc., ou ne commençons pas dans le couple de « je t'avais dit, il avait dit, et je t'avais dit, et je t'avais dit ». Non, c'est complexe. Faites juste passer à vos enfants un message. C'est que vous avez tout intérêt, si vous voulez que ça se passe bien, à les laisser faire ce qu'ils veulent. Parce que si je te laisse faire ce que tu veux, tu seras content. Si tu es content, c'est détendu. D'après toi, pourquoi je me bats?
Pourquoi je t'interdis? Quel est mon intérêt à moi perso? Aucun. Ouais, tu veux montrer que tu es le patron. Rassure-toi, je n'ai pas besoin de montrer que je suis le patron. Bah, au Hachem, j'existe dans mon couple et dans mon histoire. Ah, c'est sûr, ça n'existe pas, qu'on a besoin d'exister parce qu'on leur impose, c'est un deuxième problème. On va partir du principe qu'on a décidé de se construire. Si je me bats, ce n'est pas pour moi, c'est pour toi. Vous savez, quand vous aimez quelqu'un, que vous voyez qu'il va dans le mur, vous vous battez pour lui. Si vous ne l'aimez pas, vous le laissez faire ce qu'il veut. Chacun sa vie, chacun son chemin. C'est la chanson de l'absence d'amour. Quand vous voyez un copain qui va dans le mur, vous vous battez. Quand vous voyez quelqu'un que vous aimez qui va dans le mur, vous vous battez. Alors de manière intelligente, parfois en ne disant rien, stratégie de contournement, etc. Se battre, c'est pas y aller à la mitrailleuse lourde, hein. Mais parce que l'autre compte pour nous. Tu comptes suffisamment pour nous pour te donner les moyens de ne pas te retrouver dans une situation qui, à terme, ne sera pas optimale par rapport à ta construction. On n'y arrive pas, c'est compliqué, c'est pas grave. Step by step. Et en ce qui se joue au niveau des réseaux sociaux, et c'est sur ça que je veux conclure, d'enfants qui parfois sont trop sensibles à ce qui va se passer, ce qu'on dira et les autres, etc. Rappelons-nous nous-mêmes, et si on est capable de le faire exister pour nous, peut-être qu'ils le percevront, que nous n'avons pas besoin d'être aimés de gens qui ne nous aimeront que si on fonctionne comme ils le désirent. On n'a pas besoin d'être aimés de ceux qui ne nous aiment que si on fonctionne comme eux ont décidé que l'on devrait fonctionner. Et donc, ouvrir nos enfants au fait que le groupe, parfois, est extrêmement impératif, enfermant, sans utiliser bien sûr cette terminologie qui est un petit peu quand même forte, leur montrer qu'au fond être libre, c'est être capable de prendre de la distance par rapport à un système, sans l'effacer, sans le récuser, sans le juger, sans le mépriser, en prendre les éléments qui peuvent en effet nous apporter, ne pas avoir peur de se construire des parenthèses qui nous nourrissent, qui parfois ne servent à rien si ce n'est à faire vivre un instant qui nous apporte quelque chose stam, mais savoir eux-mêmes construire une identité qui leur appartient. Voilà un petit peu quelques pistes de réflexion que je voulais partager avec vous ce soir.